on ne peut évidemment aborder la thématique du développement durable sans définir le mécanisme de l'effet de serre. Le mécanisme de l'effet de serre, c'est l'augmentation de la température moyenne de l'atmosphère induite par l'augmentation de la concentration atmosphérique moyenne des diverses substances d'origine anthropique, CO2, CH4, CFC, etc. L'indicateur retenu pour évaluer l'impact potentiel sur l'effet de serre d'une substance est le GWP, le Global Warming Potential, ou en français le PRG, donc c'est le potentiel de réchauffement global. C'est l'indicateur de nocivité d'un gaz par rapport à l'effet de serre, et ceci dans un temps déterminé. Il est gradué de 0 à l'infini, et le fluide de référence est le CO2, dont le GWP est de 1. Il est ici donné, bien sûr, pour une durée de 100 ans, et plus le chiffre est élevé, plus le fluide est nocif. Cette indication reste d'une fiabilité relative, mais donne cependant une idée approximative du potentiel néfaste d'un gaz. En exemple, 1 kg de fluide ayant un GWP de 150 aura le même effet que 150 kg de CO2. Attention toutefois à ne pas confondre avec l'ODP, ce qu'on appelle l'Ozone Depletion Potential, en fait, qui lui représente le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et qui varie entre 0 et 1. Voilà. En exemple, un gaz ayant un ODP de 1 serait donc très dangereux pour la couche d'ozone. Mais on ne peut parler d'effet de serre, de potentiel de réchauffement global, voire de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, sans, bien entendu, parler de smog. Alors, qu'est-ce que smog? Smog, c'est une brume brunâtre et épaisse provenant d'un mélange de polluants atmosphériques et qui limite la visibilité dans l'atmosphère. Il est surtout constitué de particules fines d'ozone et associé à plusieurs effets néfastes pour la santé et pour l'environnement. Il est le résultat de la condensation de l'eau, le brouillard, sur des poussières en suspension et de la présence d'ozone dans la stratosphère. La fumée est produite en grande partie par la combustion de combustibles fossiles et est composée de gaz sulfureux, comme le dioxyde de soufre par exemple, en plus des poussières sur lesquelles se condense la vapeur d'eau contenue dans les brouillards. Ces particules comprennent à la fois des particules inhalables et des particules fines, rejetées directement dans l'atmosphère par des automobiles, des camions, des usines ou même la combustion du bois. Elles peuvent aussi se former dans l'air à partir de gaz précurseurs comme les oxydes d'azote, entre autres, les composés organiques, volatiles, ou même le dioxyde de soufre, et même l'ammoniac. D'où la nécessité, vous l'avez compris, de définir ce que l'on nomme la santé environnementale. La santé environnementale englobe les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. L'expression désigne aussi la théorie et la pratique qui consistent à évaluer, corriger, contrôler et prévenir les facteurs environnementaux pouvant avoir un effet indésirable sur la santé des générations présentes et même futures. La caractéristique environnementale, quant à elle, c'est l'ensemble d'éléments ou de fonctions d'un produit consommateur d'énergie pouvant au cours de son cycle de vie interagir avec l'environnement. Et pour ce qui est de la performance environnementale d'un produit consommateur d'énergie, c'est simplement le résultat de la gestion des caractéristiques environnementales du produit par le fabricant, comme il ressort de son dossier de documentation technique, ce qui nous oblige à définir le profil écologique. C'est la description, conformément à la mesure d'exécution applicable au produit consommateur d'énergie, des intrants et extrants associés à un produit consommateur d'énergie tout au long de son cycle de vie, qui sont significatifs d'un point de vue de son impact sur l'environnement et sont exprimés en quantité physique mesurable. En effet, tout leur cycle de vie durant les produits que nous consommons altèrent de façon directe ou indirecte l'environnement et donc les écosystèmes. Qu'est-ce que l'écosystème? C'est un ensemble dynamique d'organismes vivants, plantes, animaux et micro-organismes qui interagissent entre eux et avec le milieu, donc le sol, le climat, l'air, l'eau, la lumière, dans lequel ils vivent. Les dimensions des écosystèmes peuvent varier considérablement. Ils peuvent être très petits comme une mare ou un arbre
morts ou êtres gigantesques, comme la Terre, entre autres. Un écosystème peut aussi se définir en fonction principalement de la végétation, d'une espèce animale ou même du relief, par exemple. Les grands écosystèmes, les écosystèmes aquatiques, eau salée ou eau douce, les écosystèmes terrestres, les forêts, les prairies, les déserts, les écosystèmes forestiers, la prédominance des arbres, la faune, la flore, les cycles écologiques, énergie, eau, carbone, éléments nutritifs qui leur sont étroitement associés. Chaque écosystème correspond à une série de relations complexes entre les éléments biotiques non vivants, éléments abiotiques non vivants, tels que la lumière du soleil, l'eau, l'air et les éléments nutritifs. Alors, naturellement, on en vient à la biodiversité quand on entend par là. La biodiversité, c'est la variété caractérisant le peuplement d'espèces dans un espace donné. La biodiversité, ou la diversité biologique, dirait-on, représente l'ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre, donc plantes, animaux, micro-organismes, etc. Les communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels ils vivent. Aujourd'hui, la biodiversité est fortement menacée, entre autres par un certain nombre de phénomènes, dont l'acidification de l'air, qui, quant à elle, est définie comme l'augmentation de la quantité de substances acides dans la basse atmosphère, à l'origine des pluies acides, du dépérissement de certains écosystèmes forestiers et écosystèmes d'eau douce. L'unité retenue pour évaluer la contribution d'une substance à l'acidification est le potentiel de libération des protons, donc H+, pour ceux qui aiment bien la chimie. Autre phénomène, l'eutrophisation de l'eau définie comme l'introduction de nutriments, notamment sous la forme de composés azotés et phosphatés, qui conduit à la prolifération d'algues. Ce phénomène peut conduire à la mort de la faune et de la flore du milieu aquatique considéré. L'unité retenue ici pour évaluer l'eutrophisation est le kilogramme équivalent phosphate. Tous ces phénomènes interviennent dans le cycle de vie du produit et plus précisément lors des phases de fabrication, ce qui nous amène donc à définir ce que l'on nomme le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique évalue en masse la quantité de matériaux nécessaires pour produire, utiliser, jeter un bien de consommation ou un service. Dans cette théorie, l'énergie est comptabilisée sous forme de masse, une notion bien plus complète. Alors, alléger ce sac écologique, ok, mais comment? Autrefois, il était difficile, en tant que simple consommateur, d'influencer le processus de fabrication, faute d'ignorance, mais aujourd'hui, où ce n'est plus un secret que le réchauffement climatique cause de graves dommages socio-économiques et nuit gravement à notre environnement et donc à notre santé. Il est donc dans notre intérêt commun de changer nos habitudes de consommation, d'opter définitivement pour un mode de consommation plus responsable en priorisant, par exemple, les produits éco-conçus. C'est la seule stratégie viable dont nous disposons pour contraindre en partie aujourd'hui les fabricants à concevoir, produire, stocker et distribuer de façon responsable leurs produits, quel que soit d'ailleurs le continent, le pays, la région, voire la ville où siège leur site de production, et quels que soient aussi les consommateurs cibles auxquels sont destinés les produits, même en fin de vie. C'est donc naturellement qu'on en vient à aborder la notion d'externalité. Mais comment définir l'externalité? L'externalité ou effet externe, dirait-on, désigne une situation dans laquelle l'action d'un agent économique influe sans que cela soit le but de l'agent sur la situation d'autres agents, alors même qu'ils n'en sont pas partie prenante. Ils n'ont pas été consultés et n'ont reçu d'ailleurs aucune compensation. La pollution est l'exemple le plus typique d'externalité négative. Lorsqu'une usine pollue son environnement en rejetant des déchets, elle inflige une nuisance aux habitants de la région. Cette pollution n'est pas nécessairement attachée à des rejets toxiques. Elle peut être visuelle, sonore ou de manière plus générale. Modifier certains équilibres naturels, ce qui indirectement peut affecter le bien-être de certains agents de l'économie. On parle aussi d'externalité positive, dans le cas où l'interaction aboutit à une augmentation du bien-être. La valeur accordée, par exemple, par un consommateur à un produit ou à un service augmente lorsque le nombre de consommateurs de ce produit ou service s'accroît. Ainsi en est-il, par exemple, des produits et services éco-conçus. Plus nous serons nombreux
à opter définitivement pour des produits et services éco-conçus et écolabellisés, plus nous contraindrions les constructeurs à investir et produire de façon responsable en augmentant leur gamme de produits et services éco-conçus, ce qui concourt à la réduction des gaz à effet de serre émis, mais aussi à une gestion plus responsable des produits en fin de vie. In fine, tout le monde y gagne, puisque notre environnement s'assainit et par voie de conséquence notre santé et donc notre finance.